Sur Télé 50, merci de nous recevoir chez vous. Joseph Kabila est arrivé ce samedi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Avant cette étape, le chef de l'État était à Rumangabo, Bunagana, où il a promis la réouverture du poste frontalier entre la RDC et l'Ouganda. Joseph Kabila s'est également rendu dans la colline de Tchanzu, dernier retranchement du M23 et Kijé de Sultani Makenga. Il a visité les caches d'armes abandonnées par l'ex-rébellion. Blaise Manzanza est notre envoyé spécial sur place. C'est un périple important et porteur d'espoir à la population du Nord Kivu. Joseph Kabila promis la paix et il l'a réalisé. Après avoir compati avec la population des Rutshuru à leur souffrance, ce samedi, Joseph Kabila est allé se rendre compte de la situation actuelle dans tous les sites occupés jadis par les rebelles du M23. Bunagana, le quartier général administratif du M23. Sur place, le chef de l'État est accompagné du chef d'état-major général des forces armées de la République du Congo. Ici, il s'est rendu compte du poste frontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda qui sera ouvert d'ici peu. Après Bunagana, cap vers les collines de Tchanzu, quartier général de Sultani Makenga, à plus de 3000 mètres d'altitude. Le chef de l'État, toujours accompagné du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a découvert tout l'arsenal militaire qui utilisait cette force-là. Les explications lui ont été fournies par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Didier Itumba. Ils ne se sont pas arrêtés là. Joseph Kabila se rendit également à Rumangabo, quartier général des recrutements forcés et formation des éléments du M23. Juste après, les chefs de l'État sont rentrés à Goma, où les honneurs militaires et civils lui ont été rendus. Après cet accueil chaleureux, Joseph Kabila s'est rendu directement à sa résidence. Signalons également que plusieurs réunions sont prévues à son agenda ici à Goma. Depuis la ville de Goma, Blaise Manzanza, Télé 50. Avant de quitter Goma, il faut le rappeler, le président de la République présidera lundi la réunion extraordinaire des ministres. Tension samedi avant-midi au siège du Palou à Debonhomme. Les partisans de Laure Marie Kawanda ont empêché l'accès à la délégation du nouveau secrétaire permanent nommé récemment Willy Makiashi, ce qui a créé un désordre sur place avant que la police nationale n'intervienne pour rétablir l'ordre. Willy Makiashi a été tout de même installé après cet incident qui a fait quelques victimes. Suivez. Ce fut une journée de fête qui a failli être gâchée. À la grande surprise de tous, les partisans de Laure Kawanda, secrétaire permanente et porte-parole sortant du Palus, venus passer le relais à Willy Makiashi, le promu, c'est un indescriptible imbroglio qui sévit. Les partisans de ces deux cadres se font littéralement la guerre. Même la police qui s'est déployée aux alentours est prise pour cible par quelques zélés. S'ensuit un incroyable échange de tirs entre la police et quelques militants armés qui se sont retranchés à l'intérieur pour empêcher la cérémonie de passation de pouvoir. Ils seront finalement maîtrisés. Mais il aura quand même fallu un peu plus d'une heure à la police pour y arriver. Elle qui fait une découverte stupéfiante. C'est un comportement qui n'est pas un comportement de militants de Palou. Les militants du Palou est caractérisé par la discipline et le respect de l'autorité. Le secrétaire général, chef du parti, quand il donne un mot d'ordre, tous les militants sont soumis au respect. Et on n'a pas compris qu'une catégorie de militants que nous appelons au parti le A5 se sont comportés comme des rebelles. Le calme retrouvé. Laure Kawanda, toujours invisible, le représentant du patriarche Antoine Gizenga se décide d'installer Willy Makiashi, qui vite condamne les auteurs de ces incidents, remercie le chef de la police et appelle à l'unité. Ce sont les responsabilités qui nous ont été confiées. Il a été découvert que l'État congolais a eu raison parce que ce n'était pas qu'une affaire interne au Parti Lumumbiste Unifié, mais il a été identifié ici sur place au siège des armes à feu, des armes de guerre. C'est sur décision formelle du chef du Parti Lumumbiste Unifié, Antoine Gizenga, que Willy Makiashi a été nommé au poste de porte-parole et secrétaire permanent du Palus, un poste qui, visiblement, ne sera pas de tout repos.
Autre chose, le Premier ministre Matata Ponyo séjourne à Goma où il a rejoint le chef de l'État. Mais bien avant son départ, il a échangé avec des membres du Fonds monétaire international et national en mission dans le pays. Ils étaient conduits par Norbert Toé, chef de mission de cette institution en République démocratique du Congo. Ensemble, les deux parties ont discuté sur les questions de l'État, de la croissance économique de la République démocratique du Congo. La mission du Fonds monétaire international est dans le mur de la primature congolaise. Preuve de la reprise en puissance des relations entre la RDC et l'institution dont la priorité demeure les questions de l'état de croissance économique du pays. Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique, en fin octobre 2013, le FMI estimait la croissance de la RDC à 6,2%, une estimation qui, selon Kinshasa, ne reflétait pas la réalité. Le FMI a par la suite reconnu et certifié le taux de croissance économique de la RDC pour l'année en cours à 8,3%. Nous avions au niveau du Fonds monétaire révisé ses prévisions de croissance à 6,2 sur la base des réalisations d'une baisse substantielle de la production de cobalt. Et nous tablons maintenant sur une croissance de 8,3 pour 2013, bien évidemment sur la base de l'ancienne série, le compte national 1968. La République démocratique du Congo maintient tout de même un dialogue actif avec les Fonds monétaires international. Les deux parties ont convenu que les discussions du nouveau programme débuteront avec la mise en place d'un nouveau gouvernement. Sur ce plan, nous n'avons pas fini le travail. Mais sur la base de l'ancienne série, nous pouvons dire que la croissance de 2013 sera estimée à 8,3%. Les FMI prévoit donc pour 2014 une croissance de 9,1% contre une prévision de 8,7% faite par la partie congolaise. Parlons santé. Dans 2 semaines, l'association de santé familiale va procéder au lancement de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Déjà 4 millions de moustiquaires adaptés aux besoins des ménages quinois sont entreposés à Kingabwa et ont été présentés à la presse. Suivez. Depuis près de 2 mois, les Quinois ont été habitués à suivre cette publicité sur la distribution des moustiquaires imprégnés. Bonjour papa. Bonjour. Je suis Reco, relais communautaire. La grande question c'est à quand le début de l'opération? La réponse a été donnée par les responsables de l'association de santé familiale qui ont invité vendredi la presse à visiter les entrepôts où sont stockés plus de 4 millions de moustiquaires. Pour les dénombrements, nous avons terminé l'opération de décompte des ménages qui avait commencé en début du mois d'octobre. Nous savons maintenant plus ou moins combien de ménages il y a dans la ville de Kinshasa. La distribution, vous posez la question, ça va intervenir exactement dans 2 semaines. Pour retirer les moustiquaires, les ménages devront se rendre dans les centres de distribution. Pas de crainte pour ceux qui auront perdu leur macaron. Et en principe, les sites sont ouverts pour 4 jours. Et il y aura assez de moustiquaires pour tout le monde qui ont eu un macaron. Tout le monde qui a reçu un macaron est enregistré au niveau de la zone de santé. Donc pour les gens qui ont perdu leur macaron, c'est juste une question d'aller vers la santé avec une pièce d'identité et les gens qui travaillent dans le site de distribution et dans les zones de santé peuvent retrouver ces ménages sur leur liste. La province orientale est la prochaine étape de cette opération menée par l'ASF et le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui du Fonds mondial. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. En marge de cette célébration, la coordination nationale du réseau des ONG pour le développement de la femme en RDC, l'ONU-SIDA et le PNMLS ont tenu un point de presse ce samedi. Face à la prévalence de 1,1% à l'échelle nationale, ces structures craignent une épidémie de type généralisé. Charlotte Tiboba pour les détails. Plus d'engagement, plus de responsabilité pour un Congo sans sida. C'est le thème retenu au niveau national en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Ce 1er décembre, selon le rapport de l'ONU-SIDA 2012, la situation demeure préoccupante en RDC, et bien que des progrès réels sont notés. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 480 000, soit 12,3% en 2010 contre 38% en 2013, une augmentation de près de 26%. 34 000 personnes sont nouvellement infectées,
dont 11 000 chez les enfants et 32 000 décès dus au sida sont recensés chaque année. Malgré ces tableaux peu alléchants, zéro discrimination, zéro stigmatisation reste l'objectif fixé, mais il faut des stratégies d'accompagnement. Nous aimerions mettre des stratégies efficaces, inclusives, dans le cadre de la lutte contre la discrimination et la stigmatisation et l'élimination de la transmission mère et enfant du VIH. Et ces stratégies doivent aller de pair avec tous les secteurs pour que tout le monde essaye de mettre la main à la pâte pour lutter efficacement contre la discrimination et la stigmatisation. En marge de cette célébration, un plaidoyer des partenaires de santé se fera à l'Assemblée nationale le lundi 1er décembre. En tant qu'élus, en tant que membres du Parlement, ils sont mieux placés dans le dispositif de voter des budgets, dans le dispositif surtout d'allouer des ressources complémentaires suffisantes pour faire face aux défis de la lutte contre le sida en RDC. À l'entendre, le chemin à parcourir reste long, mais l'optimisme est démise. Une génération sans sida est possible si chacun s'engageait à faire tomber les dernières barrières. Je l'annonçais en titre, le chanteur et auteur-compositeur congolais Taboulaye Rochero n'est plus. Il est décédé ce samedi 30 novembre en Belgique de suite d'une longue maladie. Mort à l'âge de 73 ans, il est l'une des plus belles voix du continent africain. Taboulaye laisse un répertoire fourni de près de 2000 chansons avec une diversité de thématiques. Zoom sur l'artiste. Une perte inestimable, un vide qu'on ne saura jamais combler. C'est ainsi qu'on peut qualifier le décès de l'artiste majeur, Pascal Emmanuel Sinamo Itabou, dit à juste titre Senior Lay. C'est triste, bon, c'est peut-être la fin pour chacun de nous, mais avec son décès, il va survivre malgré tout, parce que cet homme a produit des œuvres qui traversent des générations et qui sont toujours d'actualité. Mais s'il pouvait nous entendre, il dirait bravo, vous avez accompli votre vie, hein, avec toutes les leçons à travers les chansons. Hein, je crois que c'est une richesse qu'il nous a léguée. Taboulaye, ce n'est pas n'importe qui. Taboulaye, c'est l'un des Congolais qui faisait partie de la fine fleur de notre communauté. Je suis né à Kinshasa, j'y ai grandi. Mais avec Taboulaye, j'ai découvert davantage Kinshasa. Et puisque nous sommes déjà en train d'aller vers le mois de décembre, Taboulaye m'a beaucoup appris par rapport notamment à la lutte contre le VIH-Sida. Il m'a dit, petit, vous n'avez pas joué. Nous, on a véritablement joué. De partout où nous sommes passés. Mais chez nous, nous n'avions pas le problème du sida qui est parmi vous. Vous devez vous protéger. Rochero, autre nom de scène de cet immense talent, l'un des compositeurs et chanteurs d'exception qu'ait pu connaître le monde, recèle un riche répertoire de plus de 2000 chefs-d'œuvre, dont celui où il se projetait dans la mort, fatalité à laquelle nul être de chair et de sang ne peut échapper. Malade depuis plusieurs années, très affaibli en soins à Bruxelles, Taboulaye Rochero avait eu droit à un hommage national pour ses 50 ans de carrière musicale accomplie et pour son sens du patriotisme. Une double décoration de chevalier des arts et des lettres ainsi que de mérite civique lui avait aussi été attribuée le 13 novembre 2012, jour de ses 72 ans, sur une demande expresse du président Joseph Kabila. C'est ce samedi 30 novembre, à 9h25 heure de Bruxelles, que le chanteur a passé le micro à gauche. Il venait à peine de célébrer ses 73 ans. Ainsi, c'est à une grande fierté de la République, qui aura quand même eu le mérite de voir, sinon d'entendre, que la guerre était finie dans son pays, comme il le souhaitait tant. Congo, Congo Ndemboka, Mboka Ngomo Kengeli. Sur ce plateau pour parler de la mort de Taboulaye, nous sommes avec Manda Tcheba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ancien chroniqueur de musique, écrivain, professeur d'anthropologie culturelle et actuellement directeur de cabinet du ministre de la Culture. Alors, comment peut-on mesurer justement le degré de cette perte ici en République démocratique du Congo et même dans le monde? Difficile à mesurer parce que ce matin, je voudrais d'abord remercier Télé50 pour cette opportunité qu'elle nous donne pour évoquer cet immense personnage. Déjà ce matin, 9h25, le ministre de la Culture et des Arts
a annoncé officiellement la perte de ce grand artiste au nom du chef de l'État, président de la République et du gouvernement. Il s'agit d'une perte immense parce que Tabu Ley, qui nous quitte aujourd'hui, n'est pas n'importe qui. Tabu Ley fait partie de ce génie que notre pays peut compter sur le bout des doigts.